Bonjour, donc, je m'appelle Arnaud Fontanet, je suis médecin, épidémiologiste. Très heureux de vous accueillir dans ce MOOC sur l'épidémiologie. C'est mon premier MOOC, je ne sais pas si c'est le cas pour vous aussi, donc je vous demande votre indulgence. Il y aura sûrement quelques errements, mais en travaillant ensemble, on y arrivera. Et puis surtout, j'espère vous faire partager ma passion qu'est l'épidémiologie. Également, et c'est important, vous montrer que c'est une discipline qui est accessible à tous. Alors tout d'abord, travaillons sur la définition de l'épidémiologie. Étymologiquement, épidémiologie, c'est la science, l'étude de épi, ce qui tombe sur, démos, le peuple. Et qu'est-ce qui est pendant longtemps tombé sur le peuple? C'était des épidémies de maladies infectieuses en tout genre. Le terme épidémique, vous connaissez tous. Mais les choses ont changé depuis et la définition maintenant prend en compte toutes les nouvelles facettes de l'épidémiologie. Alors, vous avez ici une définition tirée d'un dictionnaire spécialisé de l'épidémiologie. Qu'est-ce qu'on apprend? Tout d'abord, l'épidémiologie s'intéresse aux événements de santé. Alors, c'est quoi les événements de santé? Ça va être des maladies, ça va être le décès peut-être. Ça peut également être des états de santé comme le surpoids. Pas nécessairement une maladie, mais un facteur prédisposant. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, épidémiologistes? On veut mieux caractériser ces événements de santé, notamment d'abord sur leur répartition dans la population. Qu'est-ce qu'on entend par là? On veut savoir qui dans la population est malade. Et sous ce terme de répartition ou distribution dans la population, il y a un trépied pour les épidémiologistes qui est qui, quand et où. Qui est malade? Ça se définit en termes de les hommes, les femmes, quel âge. Quand c'est, y a-t-il par exemple une variation saisonnière, hivernale, estivale? Et puis où, c'est où les gens tombent-ils malades? Est-ce en zone urbaine, en zone rurale, dans le nord de la France, dans le sud? Si par exemple je vous disais, en Asie du Sud-Est, il y a tous les ans, à la saison des pluies, des épidémies récurrentes de fièvre hémorragique qui touchent les enfants de 8 à 12 ans. Les spécialistes que vous êtes diraient qu'il s'agit vraisemblablement de dengue hémorragique. On a réussi, avec ce qui, quand, où, à caractériser une maladie qui vous permettra donc de l'identifier. Ce qui nous intéresse aussi, ce sont les déterminants des maladies. Les déterminants, c'est les causes, les facteurs de risque. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes tombent malades et pas d'autres? Et vous avez ici les deux versants de l'épidémiologie. L'épidémiologie descriptive, qui travaille sur la répartition des maladies dans les populations, et l'épidémiologie analytique, qui s'intéresse aux déterminants, aux facteurs de risque des maladies. La deuxième partie de cette définition est très importante. On vous parle de l'application des résultats au contrôle des problèmes de santé. Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est que l'épidémiologie est une discipline qui est résolument tournée vers l'action. On n'est pas là simplement à décrire en population la survenue d'une maladie, le fameux qui, quand, où dont je vous parlais. On veut, grâce notamment à notre connaissance des déterminants de ces maladies, agir par la suite, notamment la prévention, savoir quels sont les comportements qu'on peut modifier, qu'est-ce qu'il faut faire pour mieux dépister ces maladies. Il y a également les traitements. L'épidémiologie a un versant expérimental. Ce versant expérimental, ce sont par exemple les essais cliniques pour les nouvelles thérapeutiques. Donc vous voyez qu'on est à la fois sur du descriptif, une meilleure compréhension avec les déterminants, mais également on est dans l'action. Alors quelques termes un peu consacrés en épidémiologie, qui ne vous seraient peut-être pas venus spontanément. Les événements de santé, on les a déjà définis, maladies, décès, quelquefois état de santé. En anglais, vous le verrez souvent, on parle de outcome, c'est un terme qui vraiment revient très régulièrement. Et puis, ces fameux déterminants, ça pourrait être ce qu'on appelle des expositions. Alors, le terme vient de exposure en anglais, ça sonne peut-être un peu moins bien en français, mais on entend par là tout ce à quoi vous êtes exposé. Et ça peut être une pollution environnementale, mais ça peut être également vos propres comportements, qui sont vus ici comme des expositions et qui pourront être des déterminants de la maladie. Ça peut être donc les facteurs de risque, ils sont bien mentionnés ici. Alors attendez, il faut qu'on reparte un cran en arrière. Les facteurs de risque qui sont bien mentionnés ici, où là, on parle d'une vraie causalité. Si par exemple, je vous dis que le tabac est un facteur de risque du cancer du poumon, il y a une relation causale évidente. Et à la différence du facteur qui est dit associé, où la causalité n'est pas démontrée. Par exemple, si je vous dis que l'illettrisme est associé à l'acquisition de certaines maladies, ça pourrait être par l'ignorance à propos de certains modes de transmission de ces maladies. Donc voilà quelques termes qui vont revenir et qu'il est important que vous mémorisiez.
Alors, l'épidémiologie fait partie des sciences de la santé publique, elles sont nombreuses. Il y a la partie un peu quantitative de la santé publique, c'est l'épidémiologie, les biostatistiques, mais vous avez également dans les sciences sociales, l'économie de la santé, les politiques de santé, la gestion des systèmes de santé. Donc tout ça, qu'est-ce que ces matières ont en commun? C'est qu'elles s'intéressent à l'état de santé des populations. C'est ce qui définit la santé publique, comparé à la médecine clinique, où là, on s'intéresse à l'individu. Un médecin, pendant sa formation médicale, on va lui apprendre à traiter un patient et il s'occupera de ce patient seul, isolément. Alors que l'épidémiologiste, il a toujours une vue globale sur la population et c'est ça qui nous place dans la santé publique. Et l'épidémiologie va fournir les méthodes qui vous permettront de mesurer l'état de santé d'une population et, on l'a déjà dit, identifier les causes des maladies. Alors, diapo suivante, la voilà. L'épidémiologie est vraiment au cœur de nos préoccupations de société. Vous avez ici, en fait, si vous réfléchissez à qu'est-ce que sont les maladies, ce sont les rencontres d'un terrain génétique, qui est figuré ici, que vous héritez de vos parents, et d'exposition. On a déjà parlé de ce terme. Ces expositions, elles peuvent être vos comportements. Vous avez là le tabac, par exemple, le fait de boire de l'alcool, vos comportements alimentaires qui peuvent être plus ou moins sains. Et dans les autres expositions qu'il y a aussi des expositions environnementales, comme la pollution, telle qu'elle est figurée ici. Donc, vous avez d'un côté votre terrain génétique, une certaine susceptibilité à développer des maladies, et vous rencontrez au cours de votre vie des expositions qui, quand finalement ce terrain génétique et ces expositions se retrouvent ensemble, vont faire que certaines personnes vont développer des maladies et d'autres pas. Alors ces maladies, j'en ai cité quelques-unes ici, ça peut être les maladies cardiovasculaires, le cancer. Quand l'exposition que vous rencontrez est un microbe, ce sera par exemple la grippe. Et puis évidemment, les maladies neurodégénératives, toutes les maladies sont concernées. Et vous voyez qu'on est vraiment sur des sujets de société. Alors, comment est-ce qu'on va faire en tant qu'épidémiologiste pour justement mieux caractériser la répartition de ces maladies en population et leurs déterminants? On va passer par l'estimation du risque. Et c'est là où l'épidémiologie est une matière quantitative. Donc, pendant ce cours, on va essayer de garder les choses, de parler avec des mots. Il y aura très peu d'équations, vous le verrez, mais dans votre pratique d'épidémiologiste, il vous faudra utiliser des outils de la biostatistique et il sera important que vous ayez quand même une certaine familiarisation avec ces outils. Notre angle d'approche, ça va être de répondre à deux questions très simples. D'abord, quel est le risque d'être malade dans une population donnée? C'est ce qu'on appellera la prévalence, ou le risque de devenir malade sur une période de temps. Et quelle est l'augmentation du risque qui est associée à certaines caractéristiques? Ça, ce sont les déterminants. Quand le risque est augmenté ou diminué, vous êtes face à un déterminant d'une maladie, et ce déterminant, on l'a déjà dit, peut être génétique, comportement ou l'environnement. Alors, les indicateurs qu'on va utiliser très classiquement en épidémiologie seront, pour la partie descriptive, la prévalence, la proportion de sujets atteints à un instant donné dans une population, ou l'incidence, le nombre de sujets qui vont devenir malades sur une période de temps, et les indicateurs sur le changement de risque associé à une exposition vont être le risque relatif, l'augmentation du risque d'être malade comparant les exposés aux non exposés, et puis une mesure très importante en épidémiologie, le risque attribuable. Le risque attribuable, c'est la proportion des cas dans la population que vous pouvez attribuer à une exposition donnée. Par exemple, vous pouvez vous poser la question de savoir, de tous les infarctus du myocarde qu'il y a, quelle est la proportion attribuable à l'hypercholestérolémie. Et ça, vous devinez que pour les autorités de santé, c'est une notion essentielle. Si on agissait sur l'hypercholestérolémie dans la population, combien d'infarctus du myocarde pourrait-on éviter? Donc ça, ce sont tous nos indicateurs, et nous allons les reprendre par la suite dans les cours pour essayer de mieux les définir et vous apprendre comment on les mesure en population. Et vous avez toujours ici les deux éléments fondamentaux de l'épidémiologie qu'on avait dans la définition de départ. La partie descriptive, la répartition des maladies en population, vous l'aurez grâce à la prévalence et à l'incidence. Et la partie analytique, les déterminants des maladies, vous les aurez grâce à ces indicateurs, le risque relatif. Et pour la partie action, la deuxième moitié de la définition de l'épidémiologie, agir sur le contrôle de la maladie en population, on se basera sur le risque attribuable qui mettra le doigt sur les expositions responsables d'un grand nombre de maladies par rapport aux autres. Alors, les étapes d'une étude épidémiologique. D'abord, on commencera par formuler une hypothèse. Il est très important de bien prendre conscience que l'épidémiologie est une science et toute démarche scientifique nécessite la formulation d'une hypothèse. Votre hypothèse, ça pourrait être par exemple, est-ce que le téléphone portable est associé avec une augmentation du risque de développer un neurinome de l'acoustique?
Alors c'est quoi le neurinome de l'acoustique? C'est une tumeur d'un des nerfs crâniens qui est lui associé à l'audition et à l'équilibre. Et beaucoup de personnes se posent aujourd'hui la question de savoir si l'utilisation très fréquente du téléphone portable n'augmenterait pas le risque d'une tumeur de ce neurinome de l'acoustique. Donc votre démarche scientifique va être de poser l'hypothèse. Votre hypothèse dans ce cas, c'est est-ce que le téléphone portable est associé à une augmentation de risque de neurinome de l'acoustique? Qu'est-ce que vous allez faire au cours de votre étude épidémiologique? D'abord, choisir une méthode d'échantillonnage. Comment vous allez vous y prendre pour démontrer la relation entre téléphone portable et neurinome de l'acoustique? Vous pourriez, par exemple, choisir d'aller dans les hôpitaux, en neurologie, là où on voit ces cas de neurinome de l'acoustique, notamment pour les opérer en chirurgie, et échantillonner vos patients dans les services de chirurgie neurologique qui opèrent, et puis leur poser des questions sur leur usage du téléphone portable, et prendre une population témoin à qui vous poserez les mêmes questions, et qui vous donnera une idée de l'usage du téléphone portable en population. Ça, c'est la démarche de l'étude cas témoin. À l'inverse, vous pourriez suivre une cohorte, par exemple de lycéens que vous allez suivre pendant de très nombreuses années, en étudiant particulièrement leur usage du téléphone portable, en le documentant par des questionnaires, et puis voir parmi ces lycéens quels sont ceux qui, plusieurs années plus tard, vont développer le neurinome de l'acoustique et comparer l'usage du téléphone portable entre ceux qui le développeront ou pas. Ça, c'est une cohorte. Donc là, on est dans les méthodes d'échantillonnage et de suivi. Vous allez réfléchir à tous ces biais possibles dans ces différents types d'études, qui, vous avez vu, par nature, sont différentes. On pourrait, par exemple, sur une étude cas témoin basée en hôpital chez les tumeurs qui vont être opérées, vous dire, attention, vous avez un biais de sélection, vous allez voir les patients les plus graves si vous allez à l'hôpital pour identifier vos patients. Mais il y a peut-être des neurones de l'acoustique bénins qui sont vus ailleurs. C'est une question possible, je ne sais pas si elle est pertinente. Le calcul de votre taille d'échantillon est une étape très importante de votre étude épidémiologique parce que dans votre hypothèse que vous allez formuler, vous voulez savoir quelle est votre puissance statistique pour démontrer cette relation entre l'usage du téléphone portable et le neurinome de l'acoustique. Plus votre taille d'échantillon est large, plus vous aurez de puissance statistique pour démontrer cette association si elle existe. Donc ça, c'est des choses qui peuvent se calibrer à l'avance. Puis après, vous aurez votre enquête de terrain. C'est la partie que j'appelle ici recueil de données. Vous allez dans les hôpitaux voir les malades, vous allez voir des personnes que vous aurez choisies comme témoins, vous leur donnerez des questionnaires. Vous pourriez vous dire, par exemple, je pourrais me tourner vers les compagnies téléphoniques pour leur demander les relevés de factures téléphoniques. C'est peut-être la meilleure façon de quantifier l'usage du téléphone portable. Ça a d'ailleurs déjà été fait. Donc vous avez toute une partie recueil de données qui est importante avant de saisir ces données pour une analyse statistique. On revient à ce que je vous avais dit, il y aura en épidémiologie le besoin de travailler avec des biostatisticiens, mais il sera important que vous ayez un grand degré d'autonomie sur ces analyses. Et puis après, il faut apprendre à communiquer les résultats. Et ça, c'est pas rien. Parce que si vous allez devant la presse pour dire qu'il y a une association entre téléphone portable et neurinome de l'acoustique, vous allez faire la première page de tous les journaux et vos propos seront nécessairement déformés. Donc apprendre à communiquer, ça fera vraiment partie de votre métier. Alors, le champ de l'épidémiologie, on l'avait déjà dit, au début c'était les épidémies, les maladies infectieuses. Aujourd'hui c'est beaucoup plus large. On travaille sur beaucoup de maladies chroniques, cardiovasculaires, cancers, de plus en plus malheureusement les maladies neurodégénératives avec le vieillissement de la population. Mais on peut s'intéresser à la santé au travail. Quelles sont sur votre lieu de travail les expositions qui vous mettent à risque de développer des maladies, santé de la reproduction, les effets de l'environnement sur la santé, enfin il y a un champ extrêmement vaste. Pour finir, quelques livres que je vous conseille pour suivre ce cours ou même après ce cours si vous voulez continuer à travailler en épidémiologie. D'abord, en langue française, le livre de Jean Bouillet et ses collaborateurs, qui est celui que j'utilise avec les étudiants en master, que je trouve très bien. Et puis en anglais, et c'est un livre que j'ai d'ailleurs utilisé pour ce cours, Epidemiology in Medicine, qui, là encore aussi, me paraît très équilibré pour un niveau, je dirais, de secours ou un petit peu plus pour ceux d'entre vous qui continueront au niveau master. Plus avancé, il y a Modern Epidemiology, c'est le livre de référence, mais un peu difficile. Donc, seulement pour ceux d'entre vous qui voudront vraiment approfondir la discipline, et j'espère que je vous en donnerai le goût. Donc, voilà pour notre première session. J'espère qu'elle s'est bien passée. Je sais que je parle un peu vite. Je vous promets, je ferai un effort pour les prochaines sessions et aussi pour ne pas utiliser des termes trop spécialisés. À très bientôt, j'espère.